Good Morning Business, le grand entretien. Et à 8h15, notre invité, c'est Muriel Pénicaud, l'ancienne ministre du Travail, très remontée contre le coup de rabot du gouvernement sur le CPF. On va comprendre ce qui est en train de se tramer avec Thomas Schnell. Oui, alors d'abord il faut rappeler que depuis sa création, c'est un véritable succès pour le CPF, puisque le nombre de formations a été multiplié par 4, de 517 000 en 2019 jusqu'à 2,1 millions en 2021. En près de 3 ans, au total, ce sont 5 millions de salariés qui ont été formés, des formations 1 400 € en moyenne, pour un coût total de 7 milliards d'euros engagés, selon la Caisse des dépôts, qui gère ce dispositif. Alors parmi les bénéficiaires, les premiers, ce sont les demandeurs d'emploi, les utilisateurs les plus nombreux, plus de 300 000. Ensuite, les employés, plus de 200 000. Et puis les cadres, 100 000 salariés formés pour l'année 2020. Les demandes en formation, elles sont diverses. Bien sûr, le permis de conduire, c'est le grand gagnant. Dans les transports, on parle aussi de la manutention, du magasinage, des langues étrangères ou bien de l'orientation, comme les bilans de compétences. Et puis l'informatique, notamment comme le développement web ou encore la sécurité des biens et des personnes. Alors jusqu'ici, c'était financé par l'État via une taxe sur les entreprises et donc totalement gratuit pour les utilisateurs, mais victime de son succès. Eh bien, le gouvernement prévoit de laisser un reste à charge pour les salariés. Le projet de budget 2023 de France Compétences prévoit 2,37 milliards pour le CPF. C'est en baisse de 385 millions d'euros sous le seul effet de ces mesures. Alors l'amendement propose d'instaurer en fait une participation du titulaire. On parle de 20 à 30%. Point important, les chômeurs seraient épargnés ainsi que les salariés dans le cadre de projets co-construits avec leur employeur. Muriel Pénicaud, bonjour. Bonjour. Ancienne ministre du Travail qui était avec nous. Le CPF, c'était votre bébé, si on peut dire comme ça. Est-ce qu'il est tout simplement en train de disparaître si l'amendement est conservé ? Alors je ne crois pas, si l'amendement est conservé, si le gouvernement ne revient pas sur sa décision, je ne crois pas que le CPF va disparaître. Mais il va disparaître pour ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les catégories populaires. Aujourd'hui, 80% des bénéficiaires sont des ouvriers et des employés, la moitié sont des femmes et 20% sont des plus de 50 ans. C'est les 3 catégories qui n'accédaient pas à la formation avant ou très peu. Donc en fait, on va assécher le CPF si on continue comme ça et il ne servira qu'aux cadres. Ce qui était le cas avant pour la formation. Donc on revient comme avant. Vous avez entendu l'argument de ceux qui ont poussé cet amendement, qui était d'ailleurs adopté ce week-end. Maintenant, c'est une loi. PLF, oui. Donc il faudra ne pas publier les décrets si on veut empêcher. Oui, il suffit d'annoncer qu'on ne le fait pas et de ne pas publier le décret. Bon, ça on verra. En tout cas, ceux qui ont poussé cet amendement disent que en fait, les salariés se sont fait plaisir. Ils ont pris effectivement des cours de langue, ils ont passé le permis de conduire et que ce n'était pas la vocation du CPF. Alors, je pense que ceux qui disent ça, ils existent, ils ne sont pas allés voir les gens, ils ne sont pas allés voir sur le terrain dans les entreprises. Qu'est-ce qui se passe ? Le permis de conduire. Alors, le nombre d'emplois qu'on ne peut pas pourvoir, parce que les gens n'ont pas le permis. C'est vrai. Permis B, votre CV, c'est très difficile de vendre votre CV si vous n'avez pas le permis B. L'entreprise, elle ne va pas payer le permis B. Donc, si ce n'est pas la capacité qu'on donne à chacun, eh bien, il y a plein de gens qui ne peuvent pas trouver un emploi pour ça ou qui ne peuvent pas changer d'emploi. Moi, je me rappelle ces femmes à Drancy, qui étaient des mères qui avaient élevé les enfants, qui étaient seules, qui passaient leur permis à 40 ou 50 ans ou 60 ans avec le CPF et qui travaillaient à Roissy pour faire le ménage et qui avaient 2 heures de transport dans chaque sens à des heures impossibles. Maintenant qu'on a un quart d'heure, ça a changé leur vie. Il y en a qui sont devenues aussi aides-soignantes, qui ont fait des métiers. Donc, le permis, c'est un outil d'employabilité. Donc, les langues. Bon, moi, ça fait 30 ans que j'entends, comme vous, qu'en France, on n'est pas bon en langue. Alors, on est très bon en tourisme, hôtellerie, restauration, mais on serait meilleur encore si on était bon en langue. Les gens, ils ont compris ça. C'est formidable, ils se forment. Donc, en fait, les gens, on a vu, il y en a énormément dans le domaine des transports. Ouais. On manque cruellement de gens dans les transports. Et vous avez déjà essayé de passer le permis poids lourd ou le permis cassa, ça coûte pour les engins de chantier. Mais vous avez appelé Elisabeth Borne. Parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'on a perdu l'esprit du CPF au départ pour arriver à attaquer la demande du CPF au lieu de l'offre ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut la réguler, on est d'accord, et le gouvernement et le Parlement sont en train de faire le job là-dessus. L'offre, il y a des choses à dire, on pourra y revenir. Mais sur la demande, il faut la soutenir. Non, je pense que c'est une mesure qui a été prise dans la précipitation, sans concertation. On peut y revenir, c'est pas grave. Mais vous avez appelé Elisabeth Borne, vous avez appelé Emmanuel Macron pour leur dire mais pourquoi vous faites ça ? Alors ça, je ne dévoile pas les... Enfin, bon, j'ai essayé de convaincre, voilà. Mais et alors, est-ce que vous avez bon espoir que peut-être effectivement ce décret finalement ne soit pas publié ? J'appelle à ça. Et moi, j'appelle aussi les entreprises à se mobiliser parce que
les entreprises ont l'impression que c'est pas leur intérêt quand les salariés se forment indépendamment d'eux. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai pour plusieurs raisons. La première, c'est que, moi je me rappelle une époque il n'y a pas longtemps où dans les entreprises on se désolait que les gens ne voulaient pas aller se former. Parce que c'était un peu le souvenir de l'école. C'était un peu humiliant et en plus désagréable de se dire qu'on allait retourner à l'école. Ça a complètement changé. La mentalité a complètement changé. Maintenant, la formation, c'est un droit. Les gens ont compris que les métiers vont changer. Je rappelle qu'un job sur deux, un emploi sur deux va changer d'ici 2030 sous l'effet du numérique, de verdissement des emplois et de vieillissement de la population. Donc, le besoin de se former pour garder son employabilité, pas attendre d'être au chômage pour s'occuper de l'employabilité quand on est salarié, pour avoir une promotion, pouvoir changer de métier. Et le Covid aussi a fait réfléchir beaucoup de gens qui se disent j'ai envie de faire le métier dont je rêve. Mais la mobilité est dans tous les sens. Donc déjà, ça donne aux entreprises un vivier plus qualifié pour le pays. Et on n'est pas bon encore en France là-dessus. On est les 25e pays au monde pour le niveau de compétences. Donc on peut investir. Et puis les entreprises, elles peuvent aussi coabonder. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? La loi a prévu qu'elles peuvent dire, par exemple, moi je cherche des chauffeurs routiers, ou j'étais avec Thierry Marx avant-hier, 250 000 personnes dans l'hôtellerie-restauration. Les pénuries de manœuvre, c'est vrai. On peut leur dire, écoutez, moi j'ai 1000 emplois de boucher ou de couvreur en tant que branche ou en tant... je vous promets un emploi à la sortie, vous utilisez votre CPF et j'abonde, c'est-à-dire je complète parce que ces formations sont très chères et souvent le CPF ne suffit pas. Donc on a des solutions aussi pour que ça aide à résoudre les pénuries de manœuvre. Mais il faut laisser de la liberté aux gens. Il y a la question du fléchage, Muriel Pénicaud. C'est vrai que l'adéquation entre la raison pour laquelle on se forme et l'emploi n'est pas toujours claire. On parlait du permis B, mais encore ça on comprend bien, mais il y a aussi énormément de formations de requalification professionnelle. Vous devenez naturopathe, vous étiez comptable. Est-ce que c'est à l'entreprise de financer ou pas? Il faut quand même flécher et aider à ce que ça corresponde à une demande. Alors je crois qu'on est en 2022 et que le rêve du Gosplan, c'est fini. Pourquoi je dis ça sérieusement? C'est que la vitesse d'évolution du marché du travail fait qu'on est toujours en retard. Par exemple, dans cette même loi, on a donné aux branches la responsabilité de définir les diplômes. Alors là, il y a un travail pour que les diplômes soient à jour, parce qu'on a aussi beaucoup de diplômes et de titres qui ne sont plus à jour. Mais la mobilité... Donner confiance à chacun pour qu'il puisse se former. Si vous voulez, par exemple, les caissières... Donc on ne flèche pas, on laisse ouvert. On va avoir moins de caissières demain. Bon. Mais il y en a qui veulent être soignantes. Mais ce n'est pas la grande distribution qui va payer ces formations pour être soignante. Donc il faut donner confiance aux gens. C'est que des titres et diplômes professionnels. Que des titres et diplômes professionnels par le CPF, sauf le permis, que j'assume totalement. C'était une décision que j'avais prise. Mais si il y a des diplômes qui ne sont pas bons professionnellement... c'est la responsabilité des branches et de les changer. Donc, encore une fois, pénalisons pas l'offre et le travailleur, parce que l'offre n'est pas assez régulée et pas travaillons sur l'offre. Allez, on verra si vous arrivez à convaincre la Première ministre et le Président de la République. Vous dites on est en 2022 et en 2022, dans plus en plus de pays européens, il y a cette idée de la semaine de 4 jours. On sait les effets désastreux des 35 heures de Martine Aubry. Est-ce que la semaine de 4 jours, aujourd'hui, c'est la réponse effectivement aux aspirations des salariés et à l'organisation du travail? Alors moi, je crois que la réponse, elle est plus du tout une même chose pour tout le monde. Il y a une demande fortement, et moi je vois ça au plan international, je travaille beaucoup sur le futur du travail au plan international, c'est partout. Il y a une demande de flexibilité, qui était un gros mot, mais de la part des salariés. Donc sur les horaires de travail, sur le temps de travail, sur du temps pour se former, pour vivre autre chose, pour ceux qui le peuvent. Ça crée pas une génération, ça crée pas quand même un état d'esprit, pas du loisir, pardon, de caricaturer, mais du travail à la carte, quoi, en fait. Le rapport au travail a changé. Ouais. D'abord, il faut être réaliste. Comme là, pour le coup, on a un peu réussi à faire baisser le chômage, eh bien, c'est très bien. Ce sont plus les salariés qui ont un pouvoir de choix et pas simplement les entreprises. Comme on a vécu 30 ans de chômage de masse, ça nous étonne que les salariés aient un pouvoir de choix. Mais moi, je m'en réjouis. Oui, il faut s'adapter. Et puis, les générations changent. Et alors, le rapport au travail change, ça ne veut pas dire qu'il sera moins efficace. Parce que par contre... on apprend aussi à apprendre tout le temps, à travailler plus efficacement. On va être aussi beaucoup plus aidé par des outils d'intelligence artificielle demain. Donc, il faut accepter que le travail, il change en permanence. Mais est-ce que le travail aussi. Et justement, la formation. Moi, par exemple, vous savez ce qu'ils ont dit à Singapour? C'est le seul autre pays qui a fait un CPF en même temps que nous. Ouais. On ne s'est pas concerté. Nous, c'était 500 € par personne. Eux, c'était 500 $. Incroyable. On a eu la même idée en même temps parce qu'on voyait la fantastique évolution du marché du travail et le fait que ça va être
retraite un métier de compétence. Eh bien là, ils viennent de déclarer qu'ils estiment que le temps nécessaire par la formation par an, c'est 120 jours par an par salarié. Ouais. Est-ce que ça veut dire plus de pouvoir aux branches, plus de pouvoir aux entreprises et moins de cadre global du travail? C'est ça que ça veut dire, ce que vous dites finalement, chacun s'organise comme il veut? Non, c'est pas ça que je dis. Je dis qu'on n'est pas obligé d'administrer le pays. On peut faire respirer en donnant plus de capacité de choix et à l'individu, et aux entreprises, aux branches et au dialogue social. La grande réforme de la rentrée, c'est la réforme des retraites. Quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce que c'est le bon timing? Et est-ce qu'il faut aller aux 65 ans qui était dans le programme d'Emmanuel Macron? Alors, vous me connaissez, j'aime pas beaucoup répondre à un sujet compliqué en une demi-phrase genre Twitter, quoi. C'est pas tout à fait mon 146, style. c'est pas votre truc. Et non, mais c'est pas pour des choses aussi compliquées. Le timing, c'est le bon timing ou pas? De toute façon, vous savez, pour les réformes, le bon timing, il faut trouver la fenêtre de tir. Je pense qu'il y a un sujet, au-delà de tous les sujets très sérieux d'âge de cotisation, de pénibilité, de carrière longue, de carrière hachée pour les femmes, hein, parce que on s'arrête 3 ans pour les enfants. Alors là, on est toutes sûres de travailler beaucoup plus longtemps que les hommes. Hormis toutes ces questions qui sont à l'ordre du jour, je pense qu'il y a une chose aussi de société qu'il faut qu'on prenne en compte, c'est que nous, on a un système par répartition. On y est très attaché, c'est une des forces du modèle social français, mais on a un vieillissement de la population comme tous les pays développés. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, puisque ce sont les actifs qui payent pour les retraités, on ne cotise pas pour sa propre retraite, c'est les actifs. Du coup, on a un débalancement entre les générations, et c'est pour ça aussi que même s'il y a des pauvres parmi les retraités, le niveau de pauvreté est beaucoup plus fort chez les jeunes que chez les retraités aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut aussi qu'on intègre le sujet générationnel dans le débat. Là, vous esquivez la réponse quand même. Non, mais je pense que d'abord, c'est le moment du dialogue des partenaires sociaux du gouvernement. Il n'y a pas de dialogue. Moi, je suis pas. Vous regrettez qu'il n'y ait pas de dialogue? Moi, j'espère qu'il y aura un dialogue. C'est pas fini, l'histoire n'est pas finie, donc j'espère qu'il y aura un dialogue. Mais mon but, c'est c'est pas de commenter. C'est d'essayer de convaincre quand il y a quelque chose qui me semble extrêmement important, comme le CPF aujourd'hui. Et pour le reste, en tant qu'ancienne ministre, je pense que je dois laisser les acteurs parler. C'est eux qui font maintenant. Hein. Bon, en tout cas, on suivra ce dossier du CPF comme le lait sur le feu pour voir si le décret passe ou pas, savoir si vous avez été entendu par le gouvernement.